Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Chers internautes d'Eric Favre TV, aujourd'hui nous sommes à Yoff, plus précisément à Ngaparou. Vous le reconnaîtrez, c'est le coach de l'équipe nationale de beach soccer, Monsieur Jean Gal Silla, mon ancien prof. Bonjour. Bonjour, je vous remercie de votre présence et je suis très heureux d'être votre invitation. Merci. Alors coach, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous revenez d'une campagne mondiale de beach soccer aux Seychelles. Déjà, comment s'est déroulée la compétition? Bon, tout d'abord, on remercie le bon Dieu, alhamdoulilah rabbi alamin. On ne cesse pas de rendre grâce à Dieu. C'était pas du tout évident. Ces nations, tous des champions dans leur continent ou bien des vice-champions, et après voilà, tu te retrouves avec 4e de la place sur le plan mondial. C'est pas une mince affaire, donc il fallait être sénégalais pour l'être. Et je pense que les gosses, c'est l'occasion de les féliciter. Ils ont fait un énorme travail, mais aussi l'occasion de remercier aussi la Fédération sénégalaise de football qui n'a pas aménagé aucun effort, parce que vraiment ils ont mis tous les moyens à notre côté pour que l'équipe aille de très loin. C'est bien vrai qu'on aille de loin, parce que là, c'était une campagne qui n'était pas du tout facile, d'autant plus que l'année dernière, on était éliminé au premier tour. Et après, voilà, cette année, il fallait regagner notre place. On l'a fait, alhamdoulilah. Malheureusement, il n'y avait pas la médaille bronze qu'on voulait. Mais bon, je pense que, comme Nico Olof de Hekala Nam Nefa, donc continuons à être assidus dans les compétitions et continuer à être parmi les 4 grands. Et je pense que la médaille n'est pas encore loin. Si on va maintenant sur le terrain, vous avez fait un carton plein lors des phases de groupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la première phase de groupe? Eh bon, écoutez, il y avait le doute, il faut le dire, parce que quand il y a une poule, la Tahiti, quand il y a l'Espagne, champion du monde, la Tahiti, champion du monde, 2 fois champion, vice-champion du monde, et après voilà, il n'y a que la Chili qui était un adversaire inconnu, qu'on avait supervisé que sur des vidéos, mais après il faut comprendre que tu n'étais pas dans une poule facile, c'était une poule de la mort. Et après voilà, il fallait mettre tous les atouts de notre côté et ensuite motiver les gosses. On l'a fait, alhamdoulilah. On a fait un carton plein. Tout d'abord, le premier match contre l'Espagne, que tous les gens doutaient de nous, parce que voilà, c'est l'Espagne, champion du monde. Et quand il dit l'Espagne, c'est vraiment technique leur jeu, c'est vraiment tactique. Mais ce match-là, on a vu un grand Sénégal. Encore une fois, félicitations à mes joueurs. Et après, il y a la Tahiti, qui n'a pas du tout démérité, parce que c'est un match très 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 dur qu'on a joué contre la Tahiti. On sait qu'avec leur morphologie, c'est des joueurs teignants. Donc vraiment, c'était un match difficile. Mais alhamdoulilah, la chance était de notre côté. Et après, voilà, on a terminé en beauté. Et on avait tourné aussi l'effectif pour permettre les joueurs qui avaient le carton de jouer contre la Chili. On a montré que la Chili, le Sénégal est largement meilleur qu'elle. Même quand même, c'est leur première participation, tout en les respectant. C'est comme ça s'est passé les phases de poule. Mais ce n'était pas du tout facile au début, parce qu'on avait 2 adversaires de taille, que ce soit la Tahiti et l'Espagne. Donc, après cette phase de poule-là, vous êtes tombé sur l'Italie, quand on sait que l'Italie nous avait battus. Comment vous avez préparé ce match-là? Mais comme tous les matchs, écoutez, quand ils jouent après les phases de qualification, il faut d'abord oublier ce que vous avez fait pendant les phases de poule. Et ce qui est fait d'ailleurs, on a dit aux gosses, écoutez, la Mauritanie est rentrée, les îles Seychelles rentrées, il ne reste qu'un seul pays africain, il fallait défendre. Et c'est l'occasion aussi de remercier le président des Seychellois, parce que vraiment, on a vu l'apport sur comment il nous a supportés, accompagnés dans les turbines, dans les vestiaires, dans notre hôtel. Il était venu jusque là-bas pour nous motiver, et je pense que les Seychellois aussi n'ont pas du tout démérité, parce que vraiment, ils ont fait, malgré que leur équipe était éliminés, ils supportaient le Sénégal, et le Sénégal aussi a fait un carton plein lors des phases de poule. Mais après, revenons sur contre l'Italie, devant nous, c'est bien vrai, on avait un adversaire déjà connu, parce qu'on a joué un match amical avant la compétition aux îles Seychelles, et on l'avait battu 4-2, mais on a dit aux gosses d'oublier ce match amical, parce que c'était un piège
comme c'était aussi un match de compétition, n'est pas la même au match d'amical. La preuve, le match était trop serré, mais le Sénégal a montré que mentalement il était plus fort et physiquement, et alhamdoulilah, encore une fois, on l'a gagné, et je pense qu'on avait complètement mérité aussi cette victoire. Durant ce match, on a senti que les joueurs voulaient vraiment gagner ce duel-là face à l'Italie. Qu'est-ce qui a motivé les joueurs? Mais vous savez, il y a d'abord dans la tête l'élimination en 2024. Il faut se rappeler que le Sénégal a été éliminé l'année dernière en 2024 devant le Japon, la Russie et la Colombie. Le Sénégal n'avait une seule victoire contre la Colombie qui était une novice. Et après, voilà, la Russie nous avait laminé par 6-2. Et après, le Japon qui nous a remonté à 6-4, je ne sais pas, 4-2 à la fin du match. Donc c'était vraiment un match qu'on a regretté. Et les gens avaient envie de dépasser cette étape et ils avaient cru, parce qu'ils disent que voilà, en 2021 on l'avait fait, pourquoi pas cette année? Et ça aussi, ça nous a donné une source de motivation pour montrer vraiment que nous sommes des lions, et après on l'a montré sur le terrain comme en dehors du terrain. Après ce match-là face à l'Italie, vous êtes tombé sur une équipe biélorusse. Le match était difficile. Déjà, comment en fait, de loin maintenant, comment vous avez vécu ce match-là? Bon, tout d'abord, il y a des regrets parce que tactiquement, on peut le dire que la première mi-temps était médiocre pour nous, même si on a fait un match premier mi-temps 1-1, mais d'ailleurs c'est le seul match que le Sénégal n'a pas marqué en premier. Tous les matchs, le Sénégal avait marqué en premier, il a dévancé, il dirige son match après. Parce que le Sénégal est très fort sur les transitions rapides, il accepte la domination et après il joue sur le jeu rapide, des transitions rapides. Mais ce match-là, on nous a déjoué. Comment? Parce qu'ils avaient tiré l'équipe en 2-2. On avait l'habitude de jouer avec des équipes qui jouent l'attaque placée. Mais là, la Russie a joué l'attaque placée. Mais sur l'attaque placée, ils voulaient ralentir le jeu. Donc nous, on n'avait pas accepté comme on dit en Wolof, Simekou, se jeter comme ça et après laisser des espaces derrière. On a préféré que nos deux défenseurs restent derrière. Et il y a un grand écart entre les défenseurs et les attaquants. Et la Biélorussie a joué sur un faux rythme. Ça veut dire qu'ils gardent le ballon derrière et nous, on les écoutait. Donc, sur ce match-là, sur le plan physique, on ne l'a pas senti en première mi-temps parce que sur les 12 minutes, était trop lent. La Biélorussie a gardé le ballon derrière et nous, on les a observés. On ne voulait pas se jeter parce qu'on l'avait trop respecté, parce qu'on sait que la Biélorussie, c'est une belle formation qui était même parmi les favoris. Et après, il nous a marqué un but. Et nous aussi, avec notre race de vaincre, aussitôt, il fallait enlever ce but avant d'aller au vestiaire. Et là, on l'a fait. Mais malheureusement, on vient en deuxième période. Cette période-là, tout le monde l'a regardé. Nul n'était pas la faute de Sanou, qui est aujourd'hui discutable. Même si aujourd'hui, on sait que l'arbitre, c'est le maître du terrain. Mais cette faute-là, on sait comment ça se passe dans ces ans de compétition. Il est trop facile, un entraîneur qui perd, après qui se disent que voilà, c'est des erreurs arbitrales. Mais là, vraiment, c'était flagrant. Et nul n'était pas ce pénalty-là qu'on a donné à la Biélorussie. On aurait dû voir un autre match. Et après, voilà, il y a une erreur manifeste du gardien peut-être ou bien d'un joueur. On suit sur une faute et après les balles à terre. On sait que les rebonds, Ouzin en a marqué, il en a encaissé. Toujours c'est les aléas du foot de sable. Mais après 3-1, voilà, c'était démotivant. Il fallait remonter les gosses le moral. En voulant marquer, on a subi encore un quatrième but. Et après, voilà, revenir au vestiaire, il fallait remonter les gosses, il fallait parler avec eux, on l'a fait. Et bon, malheureusement, c'était trop tard. Et le match s'est terminé sur cet score 5-2. Et vraiment, 5-3, c'est qui est trop regrettable. On a raté trop d'occasions. Après, le regret, c'est que ce qu'on a joué en dernière période, on pouvait le jouer en première période. Mais malheureusement, donc un schéma tactique, tu le fais. Après, arriver sur le terrain, tu vois d'autres choses. Et après, voilà, il fallait s'adapter. On a s'adapté, mais c'était trop tard. Mais quand même, il y avait des erreurs et il y a des regrets. Des erreurs arbitrales, des erreurs tactiques. Et ensuite, des regrets sur nos attaquants qui n'ont pas mal raté des occasions parce qu'ils avaient mélangé vitesse et précipitation. Comment les joueurs ont vécu cette défaite-là? Parce que déjà, ils étaient aux portes de la demi-finale ou bien des demi-finales. Comment ils l'ont vécu? Oui, difficile. On ne l'avait pas cru. Mais après, voilà, il fallait très vite oublier parce que voilà, le but, c'est que ça va très vite. Tu joues, tu récupères et après demain, tu as un autre match. Et là, il fallait laisser les gosses dormir, récupérer les portables, faire les choses naturellement comme d'habitude. Il n'y avait pas de truc spécial. C'est une défaite, il faut l'accepter. Et après, voilà, il y a un autre match qui nous attend, c'est contre le Portugal. Et du coup, il fallait laisser les gosses,
faire les mêmes trucs comme pendant les victoires. Donc les heures de récupération des portables, à 22h, 23h, on a récupéré les portables, ils avaient mangé, et ensuite, bon, c'est bien vrai que tout le monde n'a pas mangé, parce que même on a mangé, mais bon, le docteur a insisté, et après il y a certains jours qui avaient dit qu'ils n'avaient pas faim, mais on les a poussés à manger, et après c'est le lendemain qu'on a fait un discours avec eux sur la séance de décrassage, mais quand même il y avait une grande déception, des regrets, par rapport à cette élimination, mais quand même pour moi ils avaient fait un énorme travail déjà, mais quand même arrivé sur place, ils savaient qu'ils avaient de la place sur ce tournoi, mais malheureusement c'est la loi du sport, il faut que des fois il y a des erreurs et les erreurs se payent cash. Après cette équipe biélorusse, vous êtes tombé sur le Portugal pour qu'on puisse être sur le podium, mais malheureusement aussi on a enregistré une deuxième défaite. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce match-là? Oui, ce match-là c'est le match qui m'a beaucoup parce que pour plusieurs raisons, c'est un match tactique. Je rappelle que le Portugal, c'est l'un des pays favoris de ce tournoi. Brésil, la Biélorussie et ensuite l'Italie. C'était les 4 favoris que les gens disaient que voilà, c'est le carré d'as. Et après, voilà, le Sénégal qui vient pour bouleverser la hiérarchie, pour prendre la place de l'Italie. Et après, il fallait voir. Tu joues avec une équipe comme le Portugal, qui d'ailleurs, durant tous ces matchs, il a marqué 4 buts en premier mi-temps. Et le Sénégal a parvenu à le contrer 2 mi-temps sans encaisser. Et après, voilà, comme je l'ai dit, c'est des erreurs. Ce match-là, sur le plan physique, on n'a pas dépensé beaucoup d'énergie. Parce que sur le plan tactique, on a contré le Portugal défensivement. Mais après, voilà, les erreurs, comme on le dit, c'est pas casse. On a vu ce jour-là, c'est une faille qui n'était pas dans son jour. Et après, voilà, un Sénindiaï qui sort après 2 mi-temps parce qu'il était fatigué. Après, il voulait même revenir. Mais après, voilà, il fallait laisser Ousseynou parce que là, on nous a marqué. Il fallait jouer. Parce que le Portugal, après, en ce moment, il a reculé. Mais on a pris des buts sur des erreurs de Magnon, sur le penalty. Mais quand même, il faut se rappeler que ce match-là, c'est le match que le Sénégal a manqué beaucoup de sens. 2 balles de barre, 3 poteaux, des ballons sur des trucs comme ça. Donc, et après, voilà, tu comprendras que le football, c'est comme ça, c'est cruel, c'est un jour sans. Mais vraiment, on méritait cette 3e place. Mais le Portugal aussi n'a pas démérité. Il n'a pas joué un grand match pour être vainqueur, mais c'est comme ça le football. Nous, on a joué un grand match, on a perdu. Comme contre la Tahiti pouvait nous gagner. Il a fait un excellent match et ce jour-là, la chance nous a servi. Donc, pour moi, le Portugal, nous, on a fait un grand match, mais jouer un grand match et perdre, je préfère faire un mauvais match et gagner. Voilà. Maintenant, si on revient un peu par rapport au groupe, donc vous avez parlé de Al-Seini qui est le capitaine emblématique, vous avez parlé aussi du jeune Ousseynou. Parfois, les gens disent, est-ce qu'il ne faudrait pas rajeunir cette équipe-là pour qu'on puisse vraiment dépasser le plafond des demi et bien sûr aller dans d'autres compétitions? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les gens là, c'est là où l'erreur. Parce que moi, à mon retour au Maroc, je me rappelle, parce que j'ai trouvé ici ce débat-là. Et j'ai dit, je ne vais pas changer cette équipe. À moins que ces jours-là ne veulent plus s'entraîner. Mais dès qu'ils sont compétitifs, je les amène. La preuve. 2024 et 2025, les 2 tournois, il n'y a que 2 jours. Il faut signaler qu'il y a Sanou et Pape Sidi qui sont entrés en vigueur à la place de qui? Babacar Fall, un ancien, et un nouveau qu'on appelle, je ne sais pas, Tchout, comme on dit son nom, et après j'ai enlevé ces 2-là et j'ai ramené. Donc c'est la même ossature. Pour moi, ce n'est pas un problème d'ancien. La preuve, aujourd'hui, si on note Ousseynou sur le tournoi, si on note Al-Sini sur le tournoi, on ne peut pas dire que Ousseynou était meilleur que Ouzin. On ne peut pas dire que Ouzin aussi est meilleur que Ousseynou. Bon, c'est bien vrai que Ouzin nous a fait d'énormes arrêts, des trucs comme ça. Ousseynou aussi a marqué plus de buts. Mais là, sur les performances, sur notre style de jeu, on avait besoin de ces 2 gardiens-là. Donc pour moi, le renouvellement par rapport à la jeunesse, ça ne se décrète pas. C'est les jeunes qui viennent pour confirmer. On a vu un très bon Pape Sidi qui vient, qui confirme avec sa jeunesse. Tout le monde attendait un Raoul, peut-être. Tout le monde attendait un Magnon. Et pourtant, Magnon, c'est un jeune. Mais on a vu Raoul, même avec son temps de jeu, il nous a fait vibrer. Parce qu'il nous donne les 2 matchs décisifs. Il a donné des balles de billes, des matchs clés. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand il forme une équipe, il y a besoin des anciens et des nouveaux pour faire un bon mayonnaise. Mais il ne faut pas dire que oui, les anciens doivent quitter. Et la compétition, comme je l'ai dit, je donne l'exemple à la Biélorussie. Depuis 2019, je vois les mêmes têtes. Aujourd'hui, la Biélorussie est vice-champion du monde par rapport à leur constance dans les championnats, par rapport à leur constance dans les tournois, par rapport à leur constance dans l'effectif. Mais si chaque année on veut renouveler, changer,
Ah oui, non. Comme on le dit, il faut savoir que la compétition, Al-Seni, même s'ils ferment les yeux, ils savent ce qui se passe dans la compétition. Un Raoul, au moment de cela, pour ne citer que cela, les autres, ce sont des jeunes. Et moi, je pense que cette équipe-là n'a pas encore vieilli. Il faut se rapprocher des autres sélections pour voir que Ouzou de Japon, il a fait plus qu'une 10 Coupes du Monde ou bien 15 Coupes du Monde. Et là, ces jeunes-là n'ont même pas fait encore ça. Donc, je pense que les Sénégalais, ils ont l'habitude de vieillir les joueurs. Mais je pense qu'il n'y a pas cette... En tout cas, pour moi, tant que les joueurs sont performants, ils seront là. Et maintenant, quelles sont les perspectives à venir pour cette équipe du Sénégal? Bon, pour l'instant, il y a rien de spécial. Il y a peut-être le championnat qui va démarrer. Je ne dis pas peut-être, le championnat va démarrer après la Tabaski. Donc, pour l'instant, les joueurs vont rejoindre le club. Peut-être il y a certains joueurs qui sont en contact avec d'autres clubs européens, comme au Maroc ou bien dans d'autres structures pour jouer le tournoi de Najaré, pour jouer le championnat au Maroc. Parce que le championnat au Maroc, cette année, accueille des étrangers, comme l'année dernière. Donc, ils ont sollicité des Sénégalais. Donc, on est en train de pourparler des joueurs. Mais moi, je ne suis pas l'agent des joueurs, mais peut-être je suis l'entraîneur. Et après, s'ils veulent des joueurs, moi, je les facilite la tâche en disant parler avec leur président. En tout cas, on sait que c'est des jeunes joueurs, c'est des trucs amateurs, c'est pas professionnel. Donc, il ne faut pas attendre des contrats costauds avec ces joueurs-là. C'est juste d'aller là-bas jouer et ensuite connaître le milieu. Et ensuite, peut-être tu auras quelque chose dans les postes. Mais il ne faut pas que c'est un appel d'ailleurs que je lance aux parents ou bien au président de club ou bien aux gens qui pensent que voilà, demain, s'il peut signer un contrat avec un club marocain, il ne faut pas qu'attendre qu'il gagne des millions. C'est juste, c'est une discipline qui vient de se naître et les choses vont commencer à prendre forme. Donc, un jour peut avoir un contrat et ne gagne rien. C'est juste la prise en charge et il va jouer pour le plaisir. Peut-être il va gagner moins de 500 € sur l'ensemble de ces matchs. Donc, encore une fois, que les gens se restent calmes et soient patients devant leurs enfants ou bien devant les présidents de club. Le Sénégal est une équipe reconnue dans le beach soccer, mais pourtant le Sénégal n'a pas encore de stade. Comment vous expliquez cela? Bon, vous savez, nous en tant que technicien, moi je suis dans l'administration. Quand je sors de mon cadre de trucs, je suis prof d'éducation physique parce que j'étais formé ici à l'INSEPS. Ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, ce qui se passe dans tous les pays, c'est que c'est l'État qui construit. Il faut que les gens ne pensent pas que c'est la fédération ou bien non. Il faut que les choses soient claires. La fédération, c'est un démembrement de l'État. Donc la fédération, ce qu'il gère, c'est les compétitions. Donc c'est au niveau du ministre, au niveau des infrastructures qu'on doit construire. Maintenant, ça, c'est l'État. Et moi, je suis mal placé pour parler de l'État. Mais en tout cas, c'est une demande nationale. C'est une demande nationale parce que nous, on a voyagé partout dans le monde et on a vu que pour faire un stade de beach soccer, ça ne demande pas 100 millions, ça ne demande pas des milliards quand même. Donc je pense que l'État, on sait que voilà, la priorité peut-être peut être ailleurs, ou bien voilà, on est dans un pays où tout est priorité. Mais après, voilà, il faut comprendre que c'est comme ça. En tout cas, moi, je sais que c'est une demande nationale. Quand on s'entraîne ici, là, vous êtes venu ici, là, vous avez vu, on s'entraîne dans des conditions très difficiles. La preuve, au moment de la période du Ramadan, nous, on est obligés de partir au Maroc pour s'entraîner. Nul n'était pas le Maroc. On reste ici, on fait des entraînements externes parce que la nuit, on n'aura pas de lumière. Donc, les conditions n'étaient pas réunies. Donc, il fallait partir au Maroc. C'est l'occasion même de remercier la Fédération sénégalaise de football parce qu'elle a dépensé des moyens pour qu'on aille là-bas. La Fédération marocaine aussi nous a facilité la tâche par rapport à ces logistiques. En tout cas, merci les Marocains, merci la Fédération marocaine de football, merci le président marocain. En tout cas, c'était bien. En tout cas, ce que je peux dire sur les infrastructures, c'est l'État. Ce que je sache, ce que je comprends, ce n'est pas au niveau de la fédération. Par contre, la fédération, on lui demande le déroulement des championnats, les matchs, tout ça. Mais après, voilà, vous savez comment ça se passe ici au Sénégal. Donc, tout est priorité. Peut-être, ils sont dans leur agenda. On reste toujours dans l'actualité du football. Actuellement, il y a un décès tragique qui est survenu ce samedi lors du match US Ouakam contre Oslo. Le décès du jeune Fadjouf Ndiaye. Comment vous avez déjà appris cette nouvelle et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation-là, vu qu'il a eu un malaise d'après les informations et c'est des suites de ce malaise-là qu'il est décédé? Bon, tout d'abord, il faut se remettre à Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme on le dit, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. On est venu de Dieu et on repart sur Dieu. Moi, personnellement, j'ai perdu ma femme qui est là. Et donc,
Là aussi, c'est l'occasion de demander le bon Dieu qu'il accueille dans son paradis céleste. Donc Fadiour aussi, même chose, c'est vrai que c'est dur. On lui demande que le bon Dieu l'accueille aussi dans son paradis céleste. La vie, c'est comme ça. Il y a toujours des morts et des vivants. Mais dans ces genres de situations, il faut après, dans l'émotion, tout ça, il faut après se dire des vérités. Mais il faut prévenir que guérir. Et je pense qu'aujourd'hui, la Ligue professionnelle doit améliorer. Et quand je dis aujourd'hui, tout à l'heure, que c'est le problème des infrastructures, c'est l'État qui construit. Mais je pense que l'État, après chaque stade qu'il construit, il peut avoir une ambulance qu'il peut mettre au moins au niveau de cet stade. Parce que pour moi, le cas de Fadiour, il y a beaucoup d'interprétations. En tout cas, ce que je sache, ce que j'ai lu dans la presse, c'est voilà, cette malaise, comme vous venez de le parler, il fallait. Et après ça, médecin après la mort. Donc, pour moi, quand on construit un stade, celui qui construit un stade, c'est pas 1 million, 2 millions, c'est des milliards. Donc, une ambulance ne coûte pas ça. Hier, j'étais à la RTS, vous m'excusez. Et après là, j'ai écouté un docteur parce que j'étais avec lui sur place. Mais malheureusement, il nous a parlé d'un appareil défibrillateur qu'on doit acheter aussi qui coûte moins de 5 millions. Et je pense que dans tous les stades, ça doit être ça. Je pense que la Ligue professionnelle aujourd'hui doit mettre dans son cahier de charge ça pour les ligues, ne serait-ce que pour les deux championnats, que ce soit professionnel. Maintenant, les autres, avec le temps, on verra comment on peut améliorer. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous appelés. C'est bien vrai qu'après, voilà, dans tout ça, on dira que c'est la décision de Dieu. Mais après, oui, c'est la décision de Dieu. Nous sommes des musulmans, on est croyants. Mais après, il faut faire des actions. Et je pense que ce décès-là doit nous interpréter tous des interrogations. Moi, personnellement, j'ai joué à Ouakam, j'étais le capitaine, j'ai fait depuis 2007, je suis à l'US Ouakam. Et je pense que j'étais le capitaine, j'étais là-bas professeur aussi dans le lycée de Ouakam. Je connais très bien les milliers de bouts, d'autant plus que j'habite à Yoff. Donc, ce décès-là nous a fait quelque chose parce que moi, j'étais au funérailles. Mais je pense que c'était très difficile. Encore une fois, nous avons massau bax ay wajuram di massau aussi bu baax ñi mu fi baye di wax rek yalla nako yalla xare aljana di profiter wala aussi di ñaanal soxna si yalla nako yalla xare aljana. Donc c'est sur ces paroles-là que nous allons terminer cette interview. Merci de nous l'avoir accordé et j'espère Inch'Allah vous revoir à bientôt sur Eric Favre TV. C'est moi qui vous remercie et puis je pense que d'ici l'année prochaine, vous aurez une grande télévision et ça nous permettra de rester dans nos salons et de regarder. En tout cas, c'est notre souhait. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.